Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau meet-up où aujourd'hui on accueille Michael pour une présentation sur VMware Cloud Foundation. C'est la première fois que nous accueillons VMware lors de ce meet-up. Donc juste avant de lui laisser la main, on a toujours le questionnaire qui est ouvert avec vos préférences concernant les différents meet-ups qu'on organise, mais aussi par rapport à un call for speaker pour ceux qui ont des idées ou qui voudraient présenter. Donc, à partir du moment où ça reste hybride, tous les sujets sont ouverts. Donc, je vais laisser maintenant la main à Michael. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. J'interromprai Michael pour lui poser directement. Donc, Michael, je te laisse la main. Ok, je vais partager mon écran. Tac. Voilà. Bon, ça doit être bon. Oui, c'est bon. Ok, super. Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Mickaël Tissandier. Je travaille chez VMware en tant que système ingénieur, notamment sur la partie hybride cloud, qui inclut, je dirais, la nouvelle stratégie, la nouvelle voie de VMware vers la partie hybride, la partie multi-cloud. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de vous faire un bref aperçu de notre solution VMware Cloud Foundation, avec une première partie qui va être plutôt théorique, hein, où on va poser les bases de pourquoi on fait ça et comment on voit le futur, notamment au travers de VCF, hein, VMware Cloud Foundation. Et puis la deuxième partie de cette présentation sera plutôt autour de plusieurs démos que je vous ai préparées pour vous permettre de voir non seulement les interfaces, mais également de voir les use cases qui sont intéressants et qu'on déploie et qu'on développe actuellement chez nos clients. Alors, juste pour commencer, voilà, c'est vrai que aujourd'hui, vous l'avez vu sans doute lors des dernières annonces VMworld il y a à peu près un mois US, VMware s'oriente de plus en plus autour de l'application. Personnellement, moi je suis chez VMware depuis 2 ans et je vois bien qu'il y a un gros mouvement qui se fait vers les applications, vers la partie également microservices, hein, les applications de type Cloud Native Application en microservices. Et ça, c'est pas une mode, hein, c'est vraiment quelque chose que l'on voit au jour le jour chez nos clients parce que il y a de plus en plus d'applications qui commencent à se déployer. Elles sont diverses et variées. Elles utilisent énormément de méthodes, énormément de méthodes de stockage également, de communication. Et elles sont massivement distribuées. Et l'un de ces challenges justement, c'est de savoir comment je vais faire d'ici 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans pour gérer cette masse d'applications. Et si je gère mes applications comme ce que je fais aujourd'hui, je risque d'être étouffé sous le poids de ces applications. Typiquement, si je prends des applications qui sont développées et qui sont déployées sur des clusters Kubernetes, on peut avoir des centaines, voire des milliers de pods qui sont instanciés par minute. Comment je fais pour gérer ces adresses IP et la sécurité typiquement qui va avec? Tout ce challenge-là, c'est ce qu'on voit chez nos clients et c'est ce qu'on va essayer de résoudre au travers de nos solutions logicielles. Si on revient un peu plus, je dirais plus terre à terre sur ce qu'on voit aujourd'hui chez nos clients, c'est finalement une infrastructure qui est assez physique. Il y a de la virtualisation certes, mais on a des SLA, hein, des niveaux de service qui vont dépendre du matériel. Ok, ça, c'est important de bien prendre ce point-là, parce que finalement, on s'aperçoit que lorsque l'on demande à des administrateurs VMware ou de virtualisation, combien de temps ça vous prend pour déployer une appli, généralement, ils ne nous parlent pas de l'appli, ils nous parlent de la VM et ils disent ça prend 5 minutes. Et en vrai, ça prend pas 5 minutes, quoi. Ça prend toujours un peu plus que 5 minutes. Alors bon, j'ai mis 24 heures, ça peut être même parfois plusieurs semaines, ne serait-ce que pour adresser des problématiques de sécurité, des IP, des réservations dans les CMDB. Et finalement, on s'aperçoit que en face de ça, on a une offre plutôt orientée public cloud, où finalement, dans le public cloud, on fait durer 5 minutes, quoi. Donc, quand on a besoin d'un service, on l'instancie, on le consomme, on l'a vraiment dans un laps de temps extrêmement faible, et ça, quel que soit le public cloud provider.
On voit également une problématique qui est la problématique du lift and shift, où quand on essaie d'envoyer une appli qui a été virtualisée par exemple sous VMware sur un public cloud, eh ben, ça se passe mal, on va dire, avec 4-5 fois sur 6 ou sur 7, quoi. Donc, on a 20% des workloads qui passent et puis 80% des autres workloads qui nécessitent une transformation, qui nécessite de mettre la main au portefeuille pour pouvoir justement retravailler cette application. Parce que des carrés ne rentrent pas dans les ronds, quoi. C'est un peu l'image que je veux vous mettre au niveau de ce slide. Et puis, on a également on va dire d'autres niveaux de SLA et d'autres niveaux de sécurité qui sont peut-être pas forcément les mêmes que ce que vous avez on-prem et qui sont pas forcément hyper transposables, difficilement transposables de temps en temps, ça dépend des publics cloud et ça nécessite également ça pas mal d'argent. Et puis, l'inverse est vrai, quoi. C'est-à-dire que si on déploie du service dans un public cloud et qu'on essaie de le rapatrier, ce qu'on appelle la réversibilité, être capable d'avoir une sorte de back and forth entre mon private et mon public cloud, eh ben, c'est pareil, c'est la même chose. Le rond ne va pas rentrer dans le carré, donc ça va nécessiter exactement les mêmes, le même effort, notamment l'effort financier. Alors, nous, ce qu'on voit finalement, c'est que c'est pas, faut pas opposer les deux mondes, ça c'est important. Faut pas opposer le private et le public. Faut pas se dire, bah, c'est mieux dans le private ou c'est mieux dans le public. Finalement, quand on voit le consensus aujourd'hui autour de ces architectures, on voit que c'est l'hybride cloud qui commence à l'emporter sur les pensées un peu de chacun. On le voit même au travers de ce meetup. Merci d'ailleurs de nous avoir invités pour qu'on puisse partager nos idées sur ce sujet-là. Et dans l'hybrid cloud, eh bien, nous, on voit deux valeurs ajoutées et deux choses qui sont assez structurantes, finalement, pour construire un hybride cloud. Et ces deux choses, c'est d'être sûr d'avoir une infrastructure qui est consistante, okay, que ce soit pour des VM ou des containers, d'être sûr qu'on puisse bouger rapidement un workload on-prem et dans un public cloud. Et on verra comment on le fait au travers de nos offres. Ça, c'est la première chose, être sûr qu'à un moment donné, également, les best practices en termes d'implémentation, réseau, système, stockage, soient respectées, quel que soit le type de déploiement, que ce soit un déploiement dans le private cloud, dans le public cloud ou dans le edge. Le edge, c'est typiquement du remote office, du branch office, des usines. Typiquement, si je travaille pour Michelin, c'est les usines où on fabrique les pneus, quoi. Donc, d'être sûr que lorsqu'on déploie cette infrastructure, elle est vraiment consistante et qu'on déploie ça de manière industrielle, qu'on ne soit pas à chaque fois à aller mettre le dernier best practice qui va bien, parce que finalement, au bout du bout, on va se retrouver avec une infrastructure qui, globalement, collectivement, va pas être uniforme. Donc ça, c'est le premier pilar. Et le deuxième pilar, c'est sur la partie operation. Comment je suis sûr d'avoir, je vais pas dire un single pane of glass, parce que ça correspond pas vraiment à l'idée que j'ai envie de véhiculer là, mais d'être sûr qu'à un moment donné, les opérations sont consistantes. C'est-à-dire que lorsque j'ai envie de déployer une application, eh bien que cette application soit sous forme de VM, sous forme de container ou sous forme des deux, c'est-à-dire que je peux avoir un front-end qui est à base de container, à base de technologie container, et puis il faut avoir un back-end typiquement sous forme de base de données, eh bien j'arrive à déployer cette application de manière consistante, quel que soit le provider sur lequel je m'appuie, que ce soit chez moi, que ce soit sur un public cloud ou que ce soit dans le edge. Donc, pour remettre en perspective ce que je viens de dire, en fait, finalement, nous, on va s'appuyer sur une automatisation et une industrialisation qui a été faite maintenant depuis un peu plus de 2 ans et demi autour d'une initiative qui s'appelait VCF au début et qui est devenue une offre extrêmement forte chez VMware qui s'appelle VCF et qui, grosso modo, vous permet d'avoir une full stack, réseau, système, stockage, configuré, paramétré avec les best practices, permettant de s'exécuter n'importe où. Okay, donc permettant d'aller paramétrer et créer du software defined data center en private cloud, du software defined data center dans le public cloud et du SDDC dans le edge. Et ça de manière consistante. Ça, c'est la première chose.
La deuxième chose sur VCF, c'est qu'on va être capable de gérer le cycle de vie de la stack logicielle VMware. Okay. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, quand vous faites un assemblage de plusieurs produits, et ça c'est un gros challenge que la plupart de nos clients ont, ils prennent je sais pas, un soft d'un éditeur A, puis un soft d'un éditeur B, C, D, et puis il faut les intégrer. Donc ça c'est très bien, et c'est le super boulot que font les intégrateurs aujourd'hui. Par contre, dans le temps, il faut les maintenir. Et ça, c'est plus compliqué. Ça, c'est un gros challenge parce qu'il y a des compatibilités à respecter. Et nous, ce qu'on fait au travers de VCF, c'est qu'on assure et on garantit que la chaîne de liaison entre l'intégralité de ces softs est respectée. Voilà ce qu'on fait avec VCF. Dans VCF, on va retrouver pas mal de services VMware. On va trouver un service de virtualisation que vous connaissez bien qui s'appelle vSphere. Donc ça va être l'hyperviseur, ça va être toutes les fonctions de achat, de DRS, de vMotion qu'on fait la renommée de VMware et qui nous permettent aujourd'hui d'avoir plus de 80% de footprint chez nos clients dans leur data center. On va retrouver un service de stockage distribué qui s'appelle vSAN, qui permet d'avoir aujourd'hui l'intégralité de tous les services que vous pouvez retrouver sur une baie de stockage traditionnelle, avec de la dédupe, de la compression, avec des niveaux de service granulaires au VMDK dans la VM, donc extrêmement orienté objet, donc programmable. Et puis, on va retrouver la brique réseau et sécurité avec NSX, qui permet d'une part de proposer de la microsegmentation, quel que soit le provider de cette microsegmentation, que ce soit VMware d'ailleurs ou du public cloud. Et puis, le deuxième étage de NSX, c'est vraiment cet overlay, donc d'être capable de faire disparaître ce réseau physique et les contraintes notamment que l'on a au niveau du réseau physique pour pouvoir faciliter la mobilité du workload. C'est vraiment ça qui va jouer sur NSX. Et on va retrouver des use cases avec NSX de type Active Data Center, donc avec un GSLB en haut, un Global Load Balancer, qui va être capable de distribuer sur 2 data centers. Et ça va être géré justement par NSX pour la suite Network et Security de VMware, par exemple. Et puis après, on va retrouver la suite de management extrêmement efficace qui s'appelle Verilize Suite chez nous et qui vous permet de faire plusieurs choses, qui vous permet de gérer la capacité, de gérer la performance de votre data center, de vos applications, mais également d'automatiser la mise à disposition de IaaS, de CAS et de PaaS si vous le souhaitez. Donc ça, c'est ce qu'on va retrouver dans l'offre VCF. Et on va automatiser la mise en place de ces services-là et on va également suivre et maintenir le cycle de vie. Alors, quand je préparais cette présentation, quelque part, je me suis dit, finalement, nous, on connaît bien, on travaille chez VMware, donc on connaît bien ce qui s'est passé dans le temps, mais peut-être que tout le monde ne le connaît pas aussi bien. Donc, j'avais trouvé que ce slide était assez intéressant pour vous faire voir vraiment l'évolution de VMware qui, d'ailleurs, au dernier VMworld, c'est intéressant, c'est qu'il y a un journaliste qui a posé une question à Pat Gelsinger, qui est notre CEO, en lui disant, mais finalement, VMware, est-ce que vous devriez pas changer de nom, quoi? Okay, parce que bon, faites plus de la VM, quoi. Au vu de tout ce qu'on fait aujourd'hui, fait plus de la VM. Et la réponse de Pat Gelsinger a été assez sympa. Il a fait je préfère me concentrer aujourd'hui sur le where que sur le VM. Donc ça vous donne bien également la direction que prend un VMware aujourd'hui. Alors juste pour commenter ce slide, on a sorti, comme je vous l'ai dit, il y a à peu près 2 ans, l'offre VCF, on le voit autour de 2016. Et depuis, on a étendu cette offre VCF qui était vraiment l'automatisation de nos VMware Validated Design on-prem. On l'a étendu grâce à une offre qui s'appelle VMC sur AWS, VMware Cloud sur AWS. On peut retrouver, étendre votre data center dans le cloud public. On a également aujourd'hui à peu près plus de 4000 service providers dans le monde qui travaillent et qui implémentent ces best practices. Certains d'entre eux ont fait le choix VCF, d'autres ont fait le choix de travailler leur propre automatisation au travers de leurs outils. La majorité d'entre eux ont quand même fait un choix VCF. Et puis, on va retrouver
dans la partie plutôt nouvelles applications et Cloud Native Application, on va retrouver notamment le rachat de Heptio, Heptio qui a été fondé par deux anciens de Google qui sont à l'origine de Kubernetes, dont un extrêmement connu qui s'appelle Joe Beda, qui a aujourd'hui un rôle assez intéressant, très 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 influent chez VMware, et qui est en train d'amener vraiment cette notion de Kubernetes, donc d'état désiré, je vais le dire comme ça, parce que c'est vraiment ça, d'état désiré au cœur de la stratégie et des produits VMware. On a étendu également notre offre que l'on avait donc chez VMware VMC sur AWS, on l'a étendu sur Azure. Donc aujourd'hui, on est capable d'avoir des clusters VMware également dans l'offre Azure. Microsoft Azure. Et puis les deux dernières acquisitions étaient plus, donc Bitnami, c'est un catalogue d'applications Cloud Native Application. Donc ça je vous, euh, je vous conseille de regarder un petit peu ce que ça fait parce que c'est assez puissant. Et puis, ça permet de sécuriser également le déploiement de vos containers enfin de vos applications qui sont sous forme microservices tournant sur du runtime container. Et puis derrière, Bitfusion qui permet également d'aller faire typiquement tout du traitement de machine learning et d'AI sur des cartes GPU. Donc, on fait énormément de choses en R&D. On intègre beaucoup de sociétés aujourd'hui. Là, on en est à peu près à un rythme de 2 sociétés rachetées quasiment tous les mois ou tous les 2 mois. Donc, on va très très vite en termes d'acquisition. Pour revenir au sujet qui était VCF, aujourd'hui, les modes de consommation de VCF que l'on retrouve sont assez simples. 80% de notre footprint VCF aujourd'hui va être on-prem sur la transformation, de la modernisation de data center, mais également l'extension de ce data center vers de l'hybride. Okay, ça, c'est un gros driver sur nos projets VCF. On a des clients qui souhaitent soit migrer directement de leur vieille infrastructure vers un public cloud qui héberge justement la partie VCF, soit de passer en 2 steps, c'est-à-dire d'abord je modernise chez moi, je suis capable de faire un pont avec un public pour créer mon hybride, et derrière je consomme mon infra totalement hybride. Ça, c'est vraiment ce que vous avez en diagonale là, entre l'offre VMware Cloud en AWS et en bas à droite le on-prem. On va retrouver en haut à droite tous nos cloud providers. Donc, on a un logo qui s'appelle VMware Cloud Verified. En fait, derrière ce logo se cachent à peu près 4000 service providers. D'accord. Donc, aujourd'hui en France, pour être assez local, on en a à peu près 3 à 400 service providers qui travaillent avec nous. On va également ouvrir le débat sur les services natifs que l'on peut ouvrir, que l'on peut avoir sur Azure, AWS, Google. On a également, je ne l'ai pas mis à jour le slide, mais on a également annoncé hier que l'on était capable d'aller chez Oracle. Donc, comme quoi, parfois, les annonces peuvent être assez étonnantes dans l'IT. Donc, on est capable de fournir ce service de standardisation, d'automatisation, de mise à jour automatique de ces infrastructures VMware, réseau, système, stockage, sur n'importe quel type de cloud aujourd'hui. Alors, comment ça marche? C'est assez simple, on va se servir d'une entité, d'un composant qui s'appelle le SDDC Manager. Donc, le SDDC Manager, voyez-le comme un super vCenter. Okay, le vCenter, c'est un élément qui est capable de déployer du cluster VMware. Et dans ce cluster VMware, je suis capable de monter mon Software Defined Data Center. Donc, je virtualise le réseau, le système, le stockage. Et le SDDC Manager, lui, va permettre d'automatiser la mise en place de ce SDDC Manager. Donc, il va déployer l'intégralité de la stack, comme on peut le voir. Il va configurer cette stack avec tous les best practices, de manière cohérente. C'est-à-dire que lorsque vous déployez un SDDC Manager et donc un Software Defined Data Center dans le Edge, dans votre private cloud, ou lorsque vous consommez ce SDDC dans un public cloud, les best practices sont les mêmes. Les architectures sont les mêmes, c'est cohérent, quoi. On n'a pas d'effet de bord.
On va également pouvoir déployer, lorsque l'on veut créer un Software Defined Data Center, on va déployer des policies. Donc ces policies, c'est quoi? Les policies, ça va être typiquement des règles de sécurité, ça va être des règles de mise à disposition du stockage. Typiquement, je veux perdre un serveur parmi N, ou je veux perdre 2 serveurs parmi N, ou 3 serveurs parmi N. Ça, c'est la règle de base par défaut. Lorsque je crée une VM ou lorsque je déploie un container avec du persistent volume dans ce cluster-là, par défaut, il va y avoir cette règle-là. Je peux aller bypasser cette règle si j'ai envie, mais ça m'assure que par défaut, j'aurai cette qualité de service. Et puis le point extrêmement important, celui en tout cas qui retient pas mal l'attention de nos clients aujourd'hui, c'est le fait d'aller faire justement ce patching et cet upgrade de manière complètement automatisée et sécurisée par VMware sur l'intégralité de la stack réseau système stockage VMware. Donc voilà, aujourd'hui, ce qui va majoritairement driver ce genre de transformation, c'est l'agilité que ça apporte, hein. C'est-à-dire qu'en mettant du VCF dans l'environnement, eh ben, je vais être capable d'être extrêmement agile au niveau, je dirais, de mon day-to operation. Okay, on va avoir une grosse valeur ajoutée dans le fait de mettre en place l'infra, hein, c'est le day 0, donc d'être sûr que lorsque je fais de ce qu'on appelle le bring up process, hein, lorsque je monte mon SDDC pour la première fois, hein, vraiment il est nu, il n'y a pas d'application, vraiment j'ai juste des serveurs, je tire sur ces serveurs, je crée mon software defined data center, je suis sûr que les best practices sont là. Bon, ok, ça on le fait, mais on le fait qu'une seule fois, quoi. On va pas le faire tous les jours, on va pas tout casser pour tout refaire tous les jours. Ce qui va être intéressant, c'est le fait de se dire comment je fais pour scaler, hein, de manière automatique avec les best practices. Et ça, on le fait. C'est extrêmement intéressant. Et derrière, d'avoir cette agilité également, de pouvoir déplacer les workloads d'un data center à l'autre. Okay, donc, dans l'offre VCF, vous avez également les outils, okay, qui vous permettent d'aller déplacer un workload d'un data center à l'autre, qui soit d'ailleurs on-prem ou dans le cloud. On a la partie simplicité, donc ça c'est vraiment le côté, et VMware est assez, on a toujours fait ça, quoi. C'est-à-dire qu'on a toujours essayé de prendre un truc un peu complexe, et on amène les interfaces. Donc aujourd'hui, c'est les interfaces qui sont des API, hein, en fait, hein. On fournit la même chose sous forme d'API, mais vous voyez, sous forme de démo, je vais vous le faire voir sous forme de GUI, hein, d'interface HTML5. Mais derrière, c'est que de l'API, et ça permet d'aller consommer vraiment de manière standard l'infrastructure, et surtout, dans un esprit de simplicité, d'être sûr que lorsque vous recevez une mise à jour, et ça c'est vraiment extrêmement important comme point, eh bien, cette mise à jour soit validée et que j'ai pas de problème pour déployer ça sur ma stack. Et le dernier point, bah, c'est l'automatisation, quoi. Aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre. Je pense que vous l'avez tous constaté. Et cette automatisation, eh ben, elle va nous permettre d'aller faire des gains, notamment en termes d'OPEX, extrêmement intéressants, parce que finalement, tout ce qui va être extension, tout ce qui va être création de clusters, tout ce qui va être update, toutes ces tâches-là qui prennent beaucoup de temps aujourd'hui au niveau des admins, eh ben, nous, on va les automatiser, et ça va permettre justement aux admins d'aller peut-être décaler le débat, d'aller peut-être sur du Cloud Native Application, d'aller avoir le temps justement également de se former sur ces nouvelles méthodes, que ce soit sur le développement de nouvelles applications, que ce soit sur le déploiement, la gestion également de ces nouvelles applications-là. Parce que personnellement, je pense qu'il n'y a que 24 heures dans une journée, et que les journées sont extrêmement courtes. Donc si déjà on peut automatiser cette partie-là, ça libérera du temps. Ok. High level, ce qu'on va faire en fait avec VCF, c'est qu'on va être capable, ça c'est assez intéressant comme concept, de découper de manière logique votre data center, en tout cas les serveurs présents dans les racks de vos data centers, et de fournir ce découpage logique sous forme d'un regroupement logique qui s'appelle le workload domain. Et dans ce workload domain, vous allez pouvoir avoir un cluster VMware ou N cluster VMware. Okay, on ne va pas être limité par le nombre
de clusters, par le nombre de serveurs. Il y a pas vraiment de limite, plus que les limites que l'on a côté vSphere, qui à chaque release sont étendues. Mais on va avoir cette construction logique qui va me permettre de découper de manière logique, quelle que soit la localisation de ce serveur, bien de manière logique, je vais créer mon cluster vSphere de cette manière-là. Ça va permettre également de pouvoir typer les serveurs. Typiquement, si je fais du VDI, je vais peut-être avoir besoin d'aller mettre du GPU dans ces serveurs-là pour aller faire de l'accélération graphique. Pareil, je peux avoir d'autres serveurs avec des cartes graphiques dans lesquels je fais du machine learning. Okay, ces serveurs-là, ça sert à rien que je leur fasse exécuter, je sais pas moi, du serveur d'admin, par exemple. Ça va être gâcher des ressources pour rien. Okay, donc, on va avoir cette notion de regroupement logique qui s'appelle le workload domain. Et au travers de ce workload domain, derrière, dès que j'ai créé cette construction logique, je vais être capable de déployer mon application, mon middleware. Et ce middleware, ça peut être quoi? Ça peut être, je peux déployer un VRA au-dessus. Donc, je peux déployer un portail qui va aller consommer ce workload domain pour aller faire du IaaS. Je peux aller faire du PaaS avec du PKS, donc l'offre VMware pour gérer les containers. Je peux également avoir d'autres choses. Je ne suis pas forcément obligé d'avoir du PKS. Je peux avoir de l'OpenShift. Voilà, je peux consommer ce workload domain un peu avec ce que je veux. Mais VCF, lui, va avoir une automatisation de ce middleware qui va se faire avec les produits VMware. Okay, donc, typiquement, aujourd'hui, on automatise complètement et de bout en bout l'installation d'un cluster Horizon View. Okay, en fait, on déploie les machines, on crée les connexions, on crée les databases, on ne crée pas encore les desktops. Okay, ça, il faut aller dans l'interface ou juste dire combien de desktops on veut, mais toute l'intégration, elle est réalisée out of the box. VRA, c'est la même chose. On crée toute la partie Virtualized Automation de bout en bout. PKS, exactement la même chose. Okay, on va tout déployer. Et on va, sur certaines applications, même pouvoir gérer le cycle de vie. Okay, on va pouvoir, typiquement, s'il y a une nouvelle version de VRA qui arrive ou de PKS qui arrive, pouvoir directement gérer le cycle de vie, réseau, système, stockage, middleware, au travers de VCF. Donc, c'est un vrai outil qui aujourd'hui a vraiment une super grosse valeur ajoutée. On va retrouver derrière des connexions. Vous voyez, il y a marqué en haut, c'est les petits traits qu'il y a là avec la partie Hybrid Connect, External API, External IP Storage, Third Party. Donc ça, c'est tous les points d'intégration qui ont été réalisés pour soit accoster ce VCF dans votre data center, soit accoster le VCF à un stockage existant. Parce que bon, nous, on travaille avec notre stockage distribué. Et le bénéfice d'avoir, c'est vrai, un réseau système stockage, d'avoir un full stack VMware, c'est qu'on est capable d'aller gérer ce life cycle. S'il y a un des éléments qui n'est pas VMware, on ne va pas pouvoir gérer le life cycle parce que c'est le life cycle de l'éditeur XYZ qui va venir en place. En revanche, on n'interdit pas le fait d'intégrer cet éditeur dans notre solution, comme on l'a toujours fait, et vous le savez très bien, VMware a un écosystème qui est assez riche et sur lequel on est assez moteur. Ok, donc je vais faire une pause pour voir si vous n'aviez pas de questions pour le moment. Non, il n'y a aucune question qui sont remontées, Michael. Ok, ça vous paraît clair pour le moment? Apparemment. Ok, génial. Alors, là, l'idée, c'est de vous faire voir ce que ça donne en termes d'interface et puis en termes de use case. Donc, typiquement, ce qu'on va retrouver, c'est ce que j'appelais le bring-up process, qui est l'un des premiers use cases, où finalement, ce qu'on a, c'est qu'on arrive chez le client, il a commandé des serveurs, qui sont des serveurs certifiés VMware. Et ces serveurs certifiés VMware, typiquement, ils ont des disques à l'intérieur pour créer un stockage distribué qui est chez nous, qui s'appelle vSAN, service de stockage. Et donc, là, c'est l'effet démo. Je vais voir si ça marche ou pas. Voilà, ok, ça marche. Voilà. Donc, première chose à faire, c'est d'aller se connecter sur une machine virtuelle, okay, qui s'appelle le Cloud Builder. Donc, ce Cloud Builder, c'est une VM que vous pouvez avoir sur votre laptop ou qui peut résider sur un autre serveur. Et en fait, cette machine-là,
va vous permettre, on se connecte dessus, de regarder l'intégralité de tous les prérequis sur les serveurs et sur votre infrastructure afin de monter un Software Defined Data Center. Okay. Donc typiquement, vous faites OK, j'ai bien lu tout ce qu'il fallait, vous acceptez évidemment le ULA. Et ici, vous arrivez sur un panneau qui va vous dire finalement, en avance de phase, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rempli un fichier Excel. Donc ça peut être soit un JSON, soit un fichier Excel. Généralement, chez les clients, c'est plutôt un fichier Excel qu'on transforme nous derrière en JSON, mais un fichier Excel pour bien lui expliquer les prérequis. Les prérequis, c'est quoi? Les prérequis, c'est typiquement d'avoir un DNS, d'avoir des IP de réservés, d'avoir du DHCP, enfin tout ce qui va nécessiter la mise en place d'une infrastructure from scratch. Donc on va intégrer et on va pouvoir injecter, vous voyez, l'Excel directement au travers de cette VM. On va avoir une phase de validation qui va gérer que vous avez bien les bonnes clés de licence, que les passwords ils sont corrects, parce que comme il y a plusieurs services, il y a un service de stockage, un service de réseau, un service de LCM, donc ça requiert différents, on va dire, différents types de mots de passe. Même le SX en lui-même peut avoir son mot de passe. Donc, tout ça, vous allez déjà le remplir dans ce fichier Excel. Vous allez l'ingérer dans cette VM qui s'appelle le Cloud Builder. Lui, il va checker les prérequis. Il va checker la connectivité également. Il va checker qu'il a bien son DNS, il check bien le DHCP. Et puis, dès que c'est parti et que les prérequis sont bons, eh bien, vous cliquez sur ce bouton-là, le Begin Bring Up, et vous rentrez dans une étape où finalement, vous ne touchez à rien du tout. Okay. Ça dure à peu près, donc là, sur cette démo-là, ça dure, je ne sais pas, 15 secondes ou 20 secondes. En vrai, dans la vie, ça dure 2 heures et demie. Okay, donc on va pas, c'est pour ça que je me suis dit j'allais faire une démo comme ça, parce que je ne vais pas pendant 2 heures et demie vous faire toutes les étapes là. Et ce que ça fait, c'est que ça installe l'intégralité du full stack VMware avec les best practices. Donc ça déploie, ça installe, ça configure le produit. Une fois que c'est terminé, vous avez créé un lien ici. Donc moi, je l'ai appelé SDDC Manager, mais vous, ce sera le nom de votre serveur. Et quand vous cliquez là-dessus, vous allez arriver sur le fameux SDDC Manager dont je parlais tout à l'heure. Voilà, tape le mot de passe. Et vous arrivez sur l'interface SDDC Manager. Et la première chose que vous voyez dans SDDC Manager, c'est que finalement, il vous a créé dans votre workload domaine de management. Okay, c'est le premier workload domaine qui est créé. Rappelez-vous, le workload domaine, c'est vraiment une segmentation logique de vos serveurs. Quand je vais aller dans ce workload domaine de management et je regarde les serveurs, il a pris les 4 serveurs que vous avez mis dans le fichier Excel. Okay, si là j'ai 1, 2, 3, 4, si vous aviez d'autres serveurs, ce sera d'autres serveurs. Okay. Il vous a créé le cluster avec le nom que vous vouliez. Et ici, vous avez également la possibilité de retrouver tous les services qui sont disponibles au travers de VMware. Donc typiquement, vous pouvez vous connecter à l'interface vCenter de ce cluster-là. Donc vous arrivez dans votre interface vCenter, vous retrouvez exactement la même interface que vous avez l'habitude de retrouver, j'imagine, tous les jours pour les gens qui sont VMware Admin. Et là, on a créé un resource pool qui s'appelle SDST Management, dans lequel vous avez en fait tous les produits, vous voyez, qui sont déployés. Tout a été déployé, tout a été configuré. Donc on voit bien que les hosts, voilà, on est sur nos hosts. Les VM sont déployés, donc on déploie LoginSite, on déploie les contrôleurs NSX, on déploie les PSC, on déploie tout ce qui va bien. On crée également le stockage distribué vSAN. On a également, vous voyez, là il y a un deuxième data store qui est créé, qui est un data store en fait de type NFS, qui permet de gérer les mises à jour, de pousser les mises à jour vis-à-vis des ESX. Okay, et ce partage-là, en fait, c'est juste un share, un mount qui est fait sur le SDDC Manager. Et en termes de réseau, il vous a créé un distributed switch et il a créé les ports groupes que vous avez définis dans le fichier Excel. Okay, vous n'êtes pas obligé de tout définir comme ça, mais dans le fichier Excel, par défaut, on va vous demander de définir un port groupe pour le vMotion, pour la mobilité des machines, un port groupe pour le vSAN, pour le stockage distribué, un port groupe pour le management et un port groupe pour vos VM de production. Et ça, en fait,
toute cette partie configuration, il le fait de manière automatique. On voit d'ailleurs, si on va dans la partie NSX, que l'intégralité en fait des hosts est préparée et les VIB, hein, les drivers NSX ont été installés directement dans les ESX. Okay. Donc ça c'est je dirais la première phase que l'on fait. On fait ça également en POC. Hein. On est capable de le faire en POC. Le client a 4 serveurs. Il y a juste ESX installé. Quand je parle de juste ESX installé, généralement même on est capable de commander les serveurs, que ce soit chez un fournisseur ou chez l'autre. On est capable de commander un serveur avec déjà les binaires d'installer. Okay, donc dès que vous recevez votre serveur, il y a déjà ESX qui est dedans. Ben ça suffit en fait pour aller mettre en place ce que je viens de vous montrer en très peu de temps. Okay. Donc ça c'est la première chose, bring up process. Après, il peut arriver que lorsque vous vivez avec votre infrastructure, on vous demande de faire typiquement un ajout de capacité. Alors, ça peut être un ajout de capacité classique, hein, compute, stockage, réseau. Bon là, dans l'exemple, on va faire l'ajout d'un ESX. Okay. Et pour ajouter l'ESX, ce qu'on fait, c'est qu'on passe par deux mécanismes. Le premier, dans le SDDC Manager, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découvrir, d'accord, le nouveau serveur que vous mettez dans votre data center. Ça, c'est la première chose. On découvre le serveur. Et la deuxième étape, c'est qu'on va utiliser ce serveur pour faire soit du scale-out, soit si vous avez découvert plusieurs serveurs, on va créer un cluster ou on va créer un workload domaine. Ça va dépendre de la segmentation que vous voulez donner à votre data center. Donc ici, je vais aller côté host. Okay, et ici, j'ai un bouton qui s'appelle Commission Host. Donc, ils auraient pu l'appeler Discover Host aussi. C'est un peu la même chose, ça découvre les serveurs. Les mêmes types de prérequis d'ailleurs que ce que l'on vient de voir dans le bring-up process. Et puis là, on va tout simplement mettre le FQDN du serveur, okay, avec le mot de passe route qui va bien. Voilà. On va en rajouter un deuxième. En sachant qu'il y a deux méthodes pour ajouter un serveur. Soit on fait ce que je suis en train de faire, c'est aller rajouter à la main, soit on est capable également d'importer un JSON avec, je sais pas, si vous avez 10 serveurs dedans, hein, les 10 vont être importés directement dans le SDDC Manager. Et là, j'en rajoute que 2. Validate. Voilà, Next Commission. Et là, ce qu'il va faire, tout simplement, c'est qu'il va s'assurer que tous les prérequis sont corrects. Donc, il va faire quasiment la même chose en termes de validation que ce qu'on a vu dans l'étape d'avant. Sauf que là, en plus, il va les rentrer dans la base du SDDC Manager, de VCF. Et on peut voir à tout instant en fait toute la partie commission, donc tout ce qu'il fait en fait en termes de tâches. Hein, voilà, il configure le NFS Data Store, il monte le NTP, il configure le DNS. Voilà, il fait tout un tas de tâches qui sont généralement faites à la main ou automatisées avec les outils du client. Dans la partie unassigned host, maintenant j'ai bien deux serveurs qui sont pris en compte. Là, ce qu'on va faire, c'est la deuxième méthode, hein, c'est l'import directement du fichier. Donc là, je vais dans mon fichier JSON, je suis capable typiquement d'aller importer. Donc je browse mon fichier, je suis capable d'aller ouvrir ce fichier-là, l'uploader. Donc typiquement, ce qu'il va faire, c'est strictement la même chose qu'avant. Simplement, ça permet de le faire de manière un peu plus industrielle. Et dans une phase de déploiement extrêmement standardisée, c'est plutôt cette méthode-là qu'on va vous recommander. Okay. Voilà, donc ça, c'est la manière que l'on va avoir je dirais, de rajouter des serveurs, okay, en termes de découverte dans VCF. Après, ce qu'on peut voir aussi, c'est la façon que l'on va avoir d'étendre un cluster existant. Donc là, typiquement, je vais dans un workload domaine qui s'appelle workload domaine 01. Hein, okay, on a été hyper imaginatif là-dessus. Et puis là, je vois que j'ai 3 serveurs. Donc j'ai 3 serveurs, ce qui est le minimum pour avoir un stockage distribué, 3 serveurs ESX. Et puis je vais dans l'onglet Host
je vais regarder dans les unassigned et je retrouve bien mes 2 serveurs qui étaient là-bas, qui étaient juste découverts, quoi. J'ai préparé les hosts, j'ai checké les prérequis. Donc je suis sûr que si je les mets dans un cluster, ça risque de bien se passer. Donc, je reviens sur mon workload domaine, je vais dans mon cluster, et ici, dans le cluster, je suis capable de faire l'ajout d'un host. Donc je choisis le host que j'ai envie en fait de rajouter. Je peux rajouter les deux ou juste un par un, peu importe. Je vais mettre une clé d'activation pour ce serveur. Je vais faire un petit coup de finish et typiquement, je vais rajouter ce serveur. Alors ça, cette opération-là prend dans la vraie vie à peu près entre 8 et 10 minutes. Okay, que vous ayez un serveur ou que vous ayez 12 serveurs à rajouter. Okay, c'est un truc qui est assez standardisé, quoi. Je me suis rendu compte que finalement, si on en rajoutait un par un ou si on les faisait en bulk, c'est quasiment le même temps pour les rajouter dans votre cluster. Voilà. Donc on voit pareil, on est capable de voir en termes de log tout ce qui s'est passé dans l'intégration de ce host au cluster. Hein. Donc on a préparé les ESX, on l'a ajouté au niveau du distributed virtual switch. Donc toutes ces étapes-là, finalement, sont automatisées par VCF. Et quand on va voir finalement dans le vCenter ce que ça donne, on retrouve bien notre cluster qui, voilà, c'est le 11 que j'ai rajouté. Le serveur numéro 11 est bien parti, fait bien partie du cluster. Voilà. Et dans le dashboard, je vois bien que voilà, mon cluster ici, workload 1, alors je ne l'ai pas vu avant, ça devait être, je sais pas moi, 7%, et il est passé à 9%. Voilà. J'ai fait un scale-out, typiquement dans l'infrastructure. J'ai fait un scale-out compute, réseau et stockage également. OK. Voilà, un autre use case qu'on peut voir, c'est la création d'un workload domaine. Donc là, disons que soit j'intègre une nouvelle société et je veux qu'elle soit vraiment à part de mon infra existante, soit j'ai une appli business critical avec du nouveau matos qui arrive, soit je fais du VDI, soit je fais du PKS. Hein, et je veux segmenter mes workloads. Donc là, je regarde, bon, j'ai rentré mes serveurs déjà dedans, donc j'en ai, je sais pas, 3, 6, 9 là. J'ai 9 serveurs. Avant de créer un nouveau workload domaine, il faut que je sache bien dans quel mode je vais le mettre en termes de réseau. Est-ce que je vais utiliser du NSXT ou du NSXV? Aujourd'hui, la question se pose encore parce qu'on a encore les deux services réseau NSXV, donc purement dédiés à vSphere, et NSXT qui gère vSphere et également les autres hyperviseurs et également les clouds publics à mettre en œuvre. Aujourd'hui, on va clairement vous préconiser d'aller sur NSXT. Donc avant de faire ça, il faut être sûr que vous avez bien téléchargé les binaires dans le SDDC Manager et que vous avez téléchargé la bonne version. Donc typiquement, ce qui fait le SDDC Manager, c'est que lui, il fait gaffe à bien télécharger les bonnes versions. Okay. Donc ça, c'est pas trop un check que vous avez à faire. Par contre, ce que vous devez faire, c'est globalement regarder avant de déployer s'il l'a fait ou pas, parce que sinon, il va vous dire, ah bah il me faut NSXT et je l'ai pas téléchargé, donc il faut le faire. Donc c'est vraiment la première chose à faire. Et évidemment, il faut regarder si vous avez également des clés d'activation NSX pour créer votre nouveau workload. Donc pour créer le nouveau workload, c'est assez simple. Vous allez cliquer sur Workload. Nouveau workload. Vous choisissez le stockage. Ça peut être un stockage qui est soit distribué VMware avec le service de stockage VMware, soit vous êtes capable également de consommer une bête stockage existante NFS. Okay, donc là, encore une fois, on va vous laisser le choix. Et puis là, vous rentrez dans un wizard où finalement, ce que vous faites, c'est que vous allez donner le nom du workload domaine. Alors, ça peut être un nom de compagnie, ça peut être de la pré-prod, ça peut être ce que vous voulez comme nom, le nom du premier cluster qui va être créé dedans. Et puis, vous allez remplir en fait et fournir les différentes IP adresses hein, de votre vCenter, parce que chaque workload domaine va avoir un vCenter. Okay, donc, ça vous permet également comme ça de pouvoir mettre à jour un workload domaine et pas l'autre. On va même pouvoir mettre à jour un cluster dans un workload domaine et pas le deuxième cluster dans le workload domaine. Donc ça nous permet vraiment d'être assez granulaire dans la gestion de la mise à jour. Ici, moi, je vais choisir mon back-end réseau, hein, ma fabrique. Et je vais choisir une fabrique en NSXV. Donc comme c'est la première fabrique que je choisis,
de créer. Là, il va me demander de fournir un certain nombre d'éléments, notamment de déployer les contrôleurs NSX et les managers, qui sont en l'occurrence les mêmes. Et après, je passe sur la partie stockage, où là, il me dit quelle est par défaut la storage policy, la protection que tu veux mettre sur soit un container, soit une VM qui serait positionnée dans ce workload domaine. Donc moi, je choisis 1 ici, donc FTT 1. Donc je peux perdre un serveur parmi N. Et puis là, il me dit, très bien, je choisis les serveurs, donc un minimum 3 pour vSAN. Derrière, je choisis les clés d'activation pour les différents services que j'ai sur mon workload domaine. Je crée Next. Typiquement, je fais un petit review, finish. Et à partir de là, en fait, je touche plus à rien. Il me crée l'intégralité de mon cluster VMware avec tous les produits et il me configure l'intégralité de tous les produits. C'est ça qu'il fait. Ça dure un peu moins d'1 heure, la création d'un workload domaine. Okay, donc, la création du premier workload domaine, c'est le workload domaine de management. Ça dure à peu près 2h30. Okay, chez certains clients, ça dure un peu moins de 2 heures, mais ça va dépendre effectivement du matériel que vous avez. Je préfère dire 2h30, c'est réaliste. Vous avez quelque chose de sympa après. L'ajout de host, la partie scale out, ça vous prend un peu moins de 10 minutes, entre le fait de rajouter le serveur et le fait de faire le scale out. Et puis ça, la création d'un workload domaine, ça prend à peu près 1 heure. Peut-être un peu moins si vous avez des serveurs un peu plus puissants. Vous avez toujours la possibilité de revoir toutes les tâches là, qui sont réalisées. Et donc, le cas échéant, si jamais il y a une tâche qui est pas bonne, vous avez la possibilité de savoir où ça se trouve. Là, pareil, vous pouvez avoir la visibilité sur les hosts. Ici, le cluster a été créé et tous les services ont été montés. Donc là, je suis capable de me connecter au vCenter de mon nouveau workload domaine. Okay. Et je vais avoir accès, typiquement, à ce cluster-là. Okay. Donc ça, c'est la création from scratch d'un nouveau workload domaine. Donc le use case, c'est ça. C'est vraiment, j'ai une nouvelle appli, j'intègre une filiale, j'ai un nouveau besoin qui arrive, j'ai du mission critical application, j'ai du VDI qui arrive. Je suis capable de rapidement monter mon workload domaine. Je suis capable de le créer, je suis aussi capable de le détruire. Alors ça, c'est également intéressant. Parce que contrairement j'ai fait beaucoup de stockage et dans le stockage, on aimait bien dire qu'on grossissait en live. Par contre, shrinker en live, c'était plus compliqué. Et là, c'est exactement ce que fait VCF, c'est-à-dire qu'on est capable d'étendre l'infra et après de la shrinker de manière complètement automatisée. Typiquement, là, je suis sur un workload domaine, donc le fameux WLD01. Voilà, je vais voir un petit peu ce qui se passe côté vCenter. Voilà, donc je suis bien sur ce workload domaine-là, j'ai mes 4 serveurs, j'ai mes 3 contrôleurs NSX, donc là je peux penser que je suis en NSX V. Okay. Je retourne sur mon workload, sur mon SDDC manager, et là directement sur le workload domaine, vous avez un petit bouton delete. Donc quand vous cliquez là-dessus, bon, il faut faire gaffe, okay, parce que ça fait ce que ça dit. C'est que ça va vous effacer en fait votre workload domaine. Donc il vous dit faites attention, évacuez les machines, etc. Okay. Dès qu'on fait ça, là ce qu'il va faire, c'est qu'il va passer par une phase de décommissionnement et de déconfiguration de l'intégralité des produits dans le bon ordre, afin que vous puissiez derrière réutiliser les serveurs qui étaient dans ce workload domaine pour pouvoir soit les ajouter à un workload domaine existant, okay, soit créer derrière un nouveau workload domaine. Donc, vous voyez là, quand je parlais d'agilité, de flexibilité, c'est vraiment aussi simple que ça, quoi. Et ça à faire en production, en vrai, ça prend du temps, quoi. Donc là, on gagne vraiment en agilité. Voilà, on peut regarder derrière en termes de vCenter. Voilà, le cluster est plus là, quoi. Complètement, il a disparu. Il est revenu dans le pool en tout cas, les serveurs qui étaient hébergés dans ce workload domaine ont été complètement détruits, je dirais, et puis libre dans la partie host. Si j'allais dans la partie host, j'aurais vu des serveurs unassigned et j'aurais pu créer un nouveau workload domaine. Ok. Je ne sais pas si toujours pas de questions, j'imagine. Non, toujours rien. Bon, écoute, ça va que c'est crystal clear.
Crystal Clear. C'est ça. Je vous ai fait également une petite démonstration sur la partie PKS. Donc PKS, c'est l'offre pass VMware. Alors, nous, on utilise PKS, rien ne vous empêche, même au sein du SDC Manager, d'utiliser autre chose, hein, comme de l'OpenShift, par exemple. Avant de déployer du PKS, il faut être sûr d'avoir les binaires, de télécharger PKS sur le SDDC Manager comme d'habitude. Donc là, on est capable de voir les versions, et normalement, il télécharge les bonnes. Et puis, dans le workload domaine, qui a été dans le wizard workload domaine, on voit qu'on a un workload domaine PKS sur lequel je peux créer un nouveau workload domaine PKS. Okay, donc là, on accède à un wizard en fait, hein, sur lequel vous allez pouvoir mettre tous les settings typiquement d'une install PKS assez traditionnelle. Okay. Vous pouvez définir vos tiers 0. Voilà. Donc les tiers 0, c'est les edge hein, sur l'infrastructure NSXT. Voilà. Votre serveur d'API, votre registry. Nous, on va utiliser Arbor, qui est une registry sécurisée VMware, okay, sur lequel vous pouvez faire tous vos commits. Voilà, des informations extrêmement originales, hein, comme un DNS, vous voyez, un netmask. Et puis voilà, c'est tous les certificats qui vont être utilisés dans les échanges SSL. Et puis derrière, vous êtes capable également de faire vos différentes zones de réseau. Après, derrière, zone de disponibilité dans le sens Kubernetes du terme. Et puis voilà, là vous êtes sur la partie réseau Kubernetes. Voilà, j'accélère un peu le nom des zones, la Z1, la Z2, la Z3. Voilà. Qui n'est pas une voiture. Tac, tac, tac. Et en faisant ça, en fait, on passe par une étape effectivement de validation et derrière une étape de déploiement. C'est-à-dire que ça, enfin, pour ceux qui n'ont jamais déployé de PKS, ça prend, je ne vais pas dire un peu de temps, mais c'est pas trivial, quoi. Okay, pour un admin VMware, maintenant pour déployer du PKS, pour déployer un cluster PKS, bah, c'est quasiment aussi simple que ça. Tous les éléments, tous les composants, vous voyez la partie Ops, la partie API, la registry, tout ça, c'est non seulement déployé, mais c'est également paramétré, quoi. Okay. Donc ça c'est important, notamment lorsqu'on essaye de mener une initiative CNA. Derrière, on se pose toujours la question de bah ouais, mais comment je fais pour si j'ai envie de le faire on-prem, comment je fais pour maintenir un peu tout mon écosystème. Bah voilà, PKS s'occupe de ça. Après le lifecycle management, je vais peut-être passer un peu rapidement dessus parce qu'il nous reste que 5 minutes et j'aimerais juste parler de 2-3 slides derrière. Mais le lifecycle management, ouais, vas-y. Non, je peux pas. Some file contain viruses. Ok. Donc il veut pas lire le MP4. Bon, c'est pas très grave. Bon, l'idée c'est. Alors, attendez. Tac, tac, tac. Que je me connecte ici. Voilà. L'idée c'est quoi? C'est qu'au sein de votre SDDC Manager, il va être connecté ou pas d'ailleurs hein, à Internet. Vous avez la possibilité d'uploader également les bundles. Et à un moment donné, dans votre repo, vous allez avoir des mises à jour qui vont être disponibles. Okay. Lorsqu'il y a une mise à jour qui est disponible, lorsque vous allez voir vos workload domaine, typiquement je vais voir le premier workload domaine que j'ai là, qui est un workload domaine de management. Ici, vous avez un petit truc bleu là, un update. Voilà. Donc vous avez votre update et vous êtes capable de faire tourner le pre-check. Et lorsque ce pre-check va tourner, il va vous dire bah ok, vous pouvez mettre la mise à jour ou pas. Et vous avez la possibilité derrière, soit de scheduler la mise à jour. Donc là, il va mettre réseau système stockage à jour dans le bon ordre, il va mettre les hosts en maintenance, il va évacuer les VM, il va attendre la resynchronisation du stockage distribué. Enfin, tout ça, c'est automatisé dans la solution, ou alors update now, et donc là il va mettre à jour tout de suite voilà, l'intégrité de la stack. Là vous avez en fait tous les éléments qui vous permettent de voir dans quelle version tous vos services tournent, et même au niveau des ESX, voilà.
Et derrière, dès que vous avez mis à jour ce service-là, ça se fait sans interruption de service, hein, au niveau de l'application, et ben, vous avez terminé votre mise à jour. La chose importante également dans l'offre VCF, c'est notamment la partie mobilité. La partie mobilité, on le fait avec un service qui s'appelle HCX. Et ce service HCX qui est inclus dans VCF, il vous permet de créer une extension de niveau 2 entre soit vos deux clouds privés, soit un privé et un public cloud qui aurait une infrastructure, je dirais, VMware, VCF dessous. Donc aujourd'hui, vous avez les quelques logos là qui sont représentés sur cette slide-là qui ont déjà implémenté à très 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 grande échelle le produit VCF. Et ça vous permet typiquement d'aller faire du live migration longue distance. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre application, elle est capable de se balader en live entre votre private et votre public cloud. Ça sert à quoi? Ça sert soit dans des cas de migration, ça sert dans des cas de débordement, et ça sert également lorsque vous souhaitez faire un two-step, on va dire, transformation pour votre application, de vous dire finalement, je modernise, c'est ce qu'on voit sur la gauche, je modernise d'abord mon data center, je mets du VCF, je rationalise mes coûts, j'arrive à tirer beaucoup plus parti de ce que j'ai parce que je suis automatisé. Donc voilà, il y a une partie coût également importante sur la partie de gauche. Derrière, je suis capable d'étendre en hybride, par exemple avec l'offre VMware Cloud sur AWS. Donc je peux avoir un environnement mixte, hein. J'ai des serveurs VMware qui tournent à gauche, à droite. J'ai pas de problématique d'interopérabilité, j'ai pas de problématique d'opération, j'ai pas de problématique typiquement de réversibilité, quoi. Okay, j'ai vraiment cette migration là qui se fait vraiment bien. On a pas mal de références sur le sujet là-dessus. Ou alors, vous êtes dans une démarche où finalement, vous voulez qu'un certain nombre de vos applications consomment des services natifs au public cloud. Ça peut être, par exemple, j'ai mis ceux d'AWS, mais ça peut être ceux d'Azure, ça peut être ceux de Google, ça peut être ceux d'Oracle. L'idée, c'est ça, c'est bien d'avoir à un moment donné cette capacité à migrer ce que vous avez on-prem vers une infrastructure dans le cloud très rapidement. Donc les gains en termes de retour sur investissement et les gains opérationnels sont assez importants. Et derrière, de développer à votre rythme, la migration, non pas du lift and shift, mais peut-être d'un replatforming, d'une transformation de votre application un peu plus liée à votre business pour amener toujours la différence par rapport à votre compétiteur. Parce que finalement, in fine, je vais peut-être reboucler sur ce que je disais au début, mais la grosse différence aujourd'hui, elle se tape au niveau de l'application. C'est votre application, c'est votre business qui va faire la différence, c'est pas l'infrastructure. Donc nous, on va banaliser cette partie-là. Par contre, on va vous permettre d'accélérer pour transformer vos applications. Voilà, j'en ai terminé avec en tout cas la première overview que je voulais vous donner de VCF. Je vois qu'on a été débordé par les questions. Ouais, mais c'était. Moi, je connaissais pas du tout, hein. Je viens pas du monde VMware, je suis plutôt Windows. Et Ok. c'est intéressant de voir autre chose et de voir maintenant ce qui était possible de faire ailleurs, quoi. Ok. Donc après, il n'y avait pas de questions. Il y en aura peut-être plus tard sur YouTube, puisqu'on va remettre la session sur YouTube, mais voilà. Ok, très bien. Voilà. Eh ben, super, génial. Bon bah, Michael, un grand merci pour ta présentation. ok, pas de Et problème. puis, je Merci de t'envoie l'invite. le lien sur YouTube dès que c'est posté. Ça marche. Bon, Merci. à Au bientôt. revoir. Ciao, ciao. Ouais.